Et voilà, donc on va entamer maintenant le fond du débat. Et toutes les questions qu'on vient d'évoquer, on les débattra à l'Assemblée générale début janvier, à la date que vous choisirez en fonction du lien que je vous ai transmis. Alors, la question des émeutes, là, aujourd'hui, a été complètement occultée par l'actualité du Moyen-Orient, euh, mais elle est quand même au cœur d'un certain nombre de réflexions et de positions politiques, même qui n'y font pas référence, mais qui s'en inspirent. Aujourd'hui, on a clairement une orientation sécuritaire qui est à l'œuvre. Et les discours qui se sont faits jour à la suite de ces émeutes ont un petit peu incriminé les modèles familiaux, les questions de culture, et en particulier, on a pu voir Jean-Claude Sommer, dont je vous ai envoyé le lien, là, il a écrit un article dans les ASH, dire, voilà, c'est encore une histoire communautariste, et il faut qu'on travaille de cette façon-là. Alors même que Hugues Lagrange, qui en 2005 avait pris une position très culturaliste, là, dans le texte que je vous ai transmis aussi, avait une position plus modérée, en disant que finalement, c'était peut-être pas tant ça qu'on pouvait voir. Maintenant, la réflexion qui me paraît importante de mener aujourd'hui, ça c'est cette discussion qu'on va avoir ensemble, c'est est-ce que quand on parle de culture, on n'est pas trop en termes d'exotisme, et est-ce qu'on ne pourrait pas parler de culture générationnelle, de façon d'être au monde et de créer des relations et une façon de réagir et d'entrer en relation avec son entourage qui soit spécifique et qui se construise au fur et à mesure des mois, des semaines, et que ces émeutes, finalement, font partie des processus de socialisation, de la même manière que la marche des Tu touches pas à mon pote, qui aujourd'hui fait l'objet de nostalgie, ou que notre génération, je parle pas pour Ariel, euh, mais pour les mai 68 a aussi constitué une sorte de rite initiatique, ni pour Nicole, de rite initiatique qui nous a fait penser à un certain nombre de choses. Bref, s'il n'y a pas chaque génération une recréation de ces explosions qui sont en fait des accès à l'âge adulte que se crée et qu'improvise chaque génération et qui va créer en fait une culture générationnelle qui suivra ensuite la classe d'âge, un petit peu comme dans toutes les sociétés humaines, on a des soudures générationnelles qui se passent. Voilà, ça c'est un peu la question que on pourrait poser. Maintenant, c'est juste pour lancer le débat et bien évidemment, allez-y, on vous écoute. Pour Stéphane et pour Nicole, ça va pas être facile, mais si le chat fonctionne, donc on essaiera d'être attentif. Qui se lance. Je sais pas quel bilan que vous tirez de ces événements de juin, juillet. Je sais pas si vous avez eu le temps de consulter les documents que je vous avais envoyés. Non. Enfin, moi, j'ai pas eu le temps, Stéphane. Je vais essayer de lancer un peu puisque je pense qu'il faut qu'il y en ait un qui se lance. Euh, je suis d'accord avec toi sur la question intergénérationnelle et la différence des générations. Enfin, moi, je le constate dans les modalités d'investissement et dans la façon dont, au niveau du travail, les plus jeunes aujourd'hui fonctionnent.
Il y a, je dirais, une grande différence entre nos générations et les générations d'aujourd'hui, qui est l'existence des réseaux sociaux, qui fait qu'il y a peut-être une partie de la mobilisation qui autrefois était physique, était portée par des organismes intermédiaires, qui, je dirais, relayaient, encadraient, développer des échanges et les structurer. Aujourd'hui, il y a une substitution par les réseaux sociaux avec une déferlante, je dirais, de propos, d'opinions, des choses qui sont aussi technologiquement peut-être portées autrement, enflées pour accélérer le sensationnel et ce qui fait du buzz qui change aussi peut-être la façon dont il y a des perceptions, la façon dont il y a de la mobilisation. Et après, je suis d'accord avec toi, il y a peut-être du fait du manque de cadre, il y a peut-être une réaction, mais comme tu l'as souligné, peut-être ça s'est passé en mai 68, puisque la différence générationnelle était que les canaux, je dirais, de d'échange et la mainmise sur l'ensemble des médias était exercée à l'époque par une certaine intelligentsia et puis le gouvernement avec De Gaulle. Il y avait eu cet éclatement qui s'était passé et c'est peut-être aujourd'hui un peu les mêmes process qui sont à l'œuvre avec les réactions explosives qui peuvent se passer. Mhm. Ariel. Oui, je trouve l'idée effectivement de rites collectifs et de construction générationnelle assez pertinente. J'ai le sentiment que ce genre de soulèvement est un phénomène récurrent, que c'est même un phénomène social inévitable et positif d'une certaine façon, sinon que dans sa dimension un peu anomique, elle surgit sans trop de directivité. Pour le dire autrement, je crois qu'il y a un manque de dynamique collective, parce qu'il y a une géographie hein, de cette émeute. Elle est très significative. Elle n'arrive ni partout, ni dans tous les espaces. Elle est très liée à des modes de vie qui sont ceux de la banlieue, où la dynamique collective et le lien social est fréquemment à la peine avec les institutions, avec des formes de médiation qui à une époque étaient au cœur d'une politique de la ville et qui aujourd'hui me paraît extrêmement raréfiée. Et donc c'est sur ce vide que pousse la dimension anarchique de cette mobilisation émotionnelle collective. Elle est bienfaitrice d'une certaine façon, d'abord parce qu'effectivement elle crée du collectif qui sort les individus à l'âge, je n'apprendrai pas, de l'adolescence où le lien avec l'autre permet de se construire et d'exister. Donc ça offre une réponse très 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 bienvenue, d'où l'expérience que quoi qu'après 68 on fait tous générationnellement de manifestations, voilà, y compris de débordements occasionnels. Je veux dire, les événements récents là, le meurtre d'un adolescent, il y a aussi quelque chose de l'ordre de être en groupe, exister, s'abolir soi-même dans la dynamique collective et jubiler par le collectif. On peut supposer que en amont de ces actes collectifs, il y a peu de jubilation individuelle ou de réalisation personnelle tout à fait encore établie. Donc, je vois ça comme une forme d'équilibre et ça me faisait penser un peu, pour déporter la question, à un bouquin de Romain Huet qui s'appelle Le vertige de l'émeute. Qui a travaillé à la fois sur les mobilisations armées en Syrie et sur les Black Blocs en France. Et donc, il a cherché à sentir ce qui se passait en étant tout à fait imprégné. Lui aussi vient des sciences de la communication, mais fait un vrai travail d'anthropologue et d'ethnographe. Et il le transcrit comme ça, le vertige de l'émeute. Et je crois que cette sensation, cette capacité à exister à travers le collectif déployé dans un espace qui est
a peu à voir avec la préservation de l'individu, du soin, de la qualité de la vie, euh, fait beaucoup pour donner du sens à cette mobilisation. Du coup, la question culturelle là-dedans, je crois en effet à la question de la culture générationnelle, mais c'est aussi la culture de l'espace. Faut pas oublier que beaucoup de jeunes en banlieue ignorent ce qu'est la vie en dehors de leur espace de proximité, ignorent ce à quoi ils sont susceptibles d'avoir accès. Dans ma génération, moi qui écoutais par exemple beaucoup de rap, euh, le classique trajet Saint-Denis-Châtelet-Les Halles borne l'unique connaissance de Paris qui est susceptible d'exister. Et ça existe encore, ce rapport complètement détaché d'un accès à la diversité. Donc la dimension de l'interculturalité, elle est aussi de la question sociale, de la conscience de la diversité sociale et de la rencontre d'autres formes d'habiter qui sont tout autour. Je crois que voilà, la poussée qui s'est engouffrée dans la brèche possible à travers de l'émotion, elle est le symptôme récurrent de cette mise à distance insatisfaisante et qui nous revient régulièrement avec violence. Peut-être pour rebondir, en particulier là sur le dernier événement avec le décès du jeune Thomas, moi le prisme que j'avais pour voir ça, ça me rappelait les bagarres sur les balles de village que je connaissais dans mon enfance, puisque je suis de Picardie et on voyait ça régulièrement. Et je trouvais que ce que vous décrivez là par rapport à la question de l'enfermement quelque part avec un espace qui est très délimité et routinier, où on se confronte, je dirais, à part à certains endroits ou à certains moments, peu à l'autre, et on vit plutôt en autarcie, c'était complètement ça, quoi. Et les balles étaient l'occasion d'essayer d'investir un peu le territoire de l'autre et étaient vécues souvent comme des, des actions où on allait jouer les coqs pour dire, voilà, on s'intéresse à vos filles, et puis où on réglait des vieux histoires de conflits pour des terres, pour des récoltes, voilà. Et je pense il y a aussi ça qu'on a peut-être oublié, qui est peut-être aujourd'hui construit dans une urbanité et plus dans une ruralité, mais qui correspondrait à des mécanismes un peu du même genre, quoi. Oui, alors on l'a pas vraiment oublié, puisqu'aujourd'hui le thème des rixes urbaines est un thème récurrent dans les préoccupations de toutes les municipalités. Oui, mais il est plus, enfin, je pense que le prisme qu'on prend pour analyser ça est plutôt celui des États-Unis avec les guerres de gangs, de quartiers, qui peuvent être sur des mêmes mécanismes. Mais on rapproche ça plutôt d'une culture anglo-saxonne qui aurait diffusé aujourd'hui en France et qui n'existait pas auparavant. Oui, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que certes il y a la grille de lecture anglo-saxonne, mais les blousons noirs et les autres, Oui, ça fait longtemps. Et on a eu une formation avec Migration Santé l'année dernière avec la mairie de Paris sur ce sujet-là. L'ancrage territorial de ces RICS est quand même très très clair, et avec aussi les tags identitaires de code postal qu'on retrouve sur tous les murs de France et de Navarre. Moi, j'ai même retrouvé un 93 100 dans un temple maya au fin fond du Yucatan, avec Montreuil qui était écrit en gros. Donc, il y a ce côté identitaire que tu soulignes de villageois, et que moi aussi j'ai connu en Normandie, avec des ports de pêche qui se tapaient tous les samedis soirs sur la figure en réglant les vieux comptes. Mais c'est cette notion d'appartenance territoriale, on l'a pas perdue, elle est humaine. Elle est humaine. Après, elle s'accroche à ce qu'on lui met à disposition. Et je crois qu'effectivement, tu as raison de souligner que c'est une grille de lecture qu'il faut peut-être avoir et que c'est un phénomène anthropologique. Et voilà, c'est un vrai phénomène anthropologique qui n'est pas que un phénomène exotique.
quand on parle de culture, faut peut-être justement entendre le mot culture de façon beaucoup plus générale que des Hugues Lagrange ou autres souhaitent le mettre. Ouais, Véronique ou Michel? Oui. Oui, moi je veux bien intervenir, par exemple, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Euh, et quelqu'un parmi nous a dit que c'était une nouveauté qui permettait de s'exprimer. Peut-être que c'est aussi simplement une manière d'amplifier, de rendre public ce à quoi on n'avait pas accès avant, d'une part. Et donc, évidemment, ça diversifie les possibilités, et donc ça crée de nouvelles expressions possibles. Mais pas seulement. Le fait que on est en mai 68, par exemple, on n'avait pas de réseau social, on n'avait pas de possibilité de savoir ce qu'il y a dans la tête des gens, ne veut pas dire qu'ils ne pensaient pas comme certains s'expriment aujourd'hui. Donc peut-être que c'est un accès. Deuxièmement, peut-être que la question de la culture est une question superficielle aussi. Et donc, c'est peut-être une question de surface. C'est peut-être que plus profondément, il y a des manières de prendre le monde et par exemple, je pense à Arturo Escobar qui a lancé l'idée que la notion de développement est une notion qui est fortement ancrée dans nos manières de voir, nous qui sommes héritiers des monothéismes, par exemple. Je vais très très vite, mais peut-être que c'est important de regarder ça aussi et de s'interroger sur la profondeur historique. Est-ce qu'il faut remonter aux émeutes de juin ou est-ce que plus profondément, ce qui est en crise, c'est la civilisation occidentale? Bon, et voilà, donc je pense que c'est... Et troisième chose, concernant ce que tu as dit, Stéphane, concernant c'est une dimension anthropologique d'être attaché, de raccrocher la question culturelle à la question territoriale. C'est relativement difficile de penser ça et de penser en même temps la migration. Il y a des gens qui aujourd'hui, deuxième génération, sont des enfants qui ont dès le départ plusieurs territoires à leur disposition, plusieurs cultures. Et donc, si on parle de migration, peut-être qu'on s'aperçoit que cette idée-là, elle est liée à une pensée qui est antérieure à l'idée de migration et que même l'idée de migration, elle est entachée par cette façon de voir. Peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas de territoire d'attache et ont plusieurs territoires d'attache. Plutôt ça. Moi, oui, plusieurs territoires, d'accord. Oui, j'ai pas parlé d'exclusivité territoriale, mais d'avoir plusieurs territoires et qui se définissent en positif et en opposition simultanément. Donc c'est toute la complexité justement. Ces RICS, elles permettent justement de se définir en tant que non autre. Je ne suis pas celui-là, mais je suis moi, mais je suis pas l'autre. Et dans plusieurs définitions, évidemment, la migration joue un rôle essentiel. Bien sûr. Mais en revanche, je ne suis pas que négative. Ça me donne envie de penser, de retourner voir mes amis d'enfance parce que je suis né à Bruxelles dans une famille mixte déjà et j'allais en Provence où je faisais tous les bals de village. Je ne me rends pas compte, et je vais maintenant interroger mes amis, quelle était leur façon de sentir les choses quand ils allaient dans un bal du village à côté. Pour moi, tout était pareil, ce qui n'est pas sûr que ce soit le cas. Il n'est pas sûr que ce soit le cas
des gens qui sont originaires d'un village en particulier. En tous les cas, c'est une question qui mérite d'être explorée. Absolument. Oui, oui, tout à fait. Jacqueline, oui? Écoute, moi je pense, comme l'a souligné Michel, c'est quand même le rôle, les représentations sont toujours très, très vivaces et cet enfermement territorial dans les banlieues, bon, à mon avis, il est quand même ouvert. Tu as beaucoup de maintenant de gens, ne serait-ce que dans l'art, dans la culture. Il y a beaucoup on est même des fois imprégné. Les jeunes maintenant sont imprégnés de la culture des banlieues. Ils ont les mêmes termes et donc, c'est toujours très gênant de ce problème de culture parce qu'en fait, quand tu repenses aux événements là dont tu parles, et il y avait aussi ceux de 2005 qui ont duré presque 3 semaines. Donc ces émeutes, finalement, elles ont quand même une étincelle qui est aussi le problème de la relation des jeunes avec la police. Et là, rien n'est fait à ce niveau-là. Enfin, il y a pas de nouveauté pour essayer qu'il y ait une meilleure intercompréhension entre les gens de la banlieue et la police. Donc, c'est un problème tellement complexe. Il y a le problème de l'amalgame aussi. Enfin bon, voilà. Donc, moi, je trouve que le niveau culturel, il faut faire Et attention, quoi. une culture, elle se construit tous les jours. Et elle se construit dans l'interaction avec l'entourage. Et effectivement, l'interaction avec la police joue un rôle dans la socialisation de tout le monde. Quels Oui, mais sont là, les... on ne se pose pas tellement la question, justement, là. C'est Ah, une si, question. On se les pose, mais on fait rien, quoi. On fait pas grand-chose. après, ça, c'est autre chose. Mais si, quand tu vois dans les documents, là, au moins, là, ces documents posent clairement la question du contrôle aux faciès de tous, d'ailleurs, que ce soit Hugues Mais il Lagrange est ou les toujours autres, là. Oui. ça, c'est, tout le monde se le pose. Mm. Mais dans la façon de définir la culture, il y a ce qui se construit enfin, moi je vois, je suis dans 93-95, hein, j'oscille entre les deux. Euh, la question du rapport au business, hein, à tout ça, on voit bien, pour reprendre l'expression classique, il y a une opposition entre la loi, qui est la loi État, par rapport à la façon dont on caractérise les produits, et on essaie de les mettre hors jeu, et la coutume locale avec des trafics, avec une structuration de la société, avec des emplois qui sont complètement construits localement et qui sont en opposition manifeste avec la loi. Et c'est là où on peut parler d'une culture locale aussi. C'est pas que sur euh, la- l'origine géographique, la religion ou voilà. Donc Il y a et aussi je un pense que pluralisme ça, juridique. oui, Stéphane. Je dis, il y a aussi un pluralisme juridique. Oui, complètement. Dans les règlements de compte qu'on voit s'opérer dans les cités, il y a ce pluralisme, puisque il y a une loi du milieu, entre guillemets, qui s'exerce. Et qui est renouvelé chaque génération. Mm. Michel, oui? Non? Ah oui, j'ai pas coupé mon micro. Je ne demandais pas la parole, Ah, pardon. d'accord. Non, ce qui veut dire que donc l'intermédiation judiciaire peut aussi prendre part au débat dans ces contextes-là, ce qui renvoie d'ailleurs au concept de colonialité, donc de domination. Voilà, clairement, c'est ce qui s'exerce. Et les formes de répression, elles sont calquées exactement pareil, puisque Mm. aujourd'hui, c'est finalement, euh, c'est plus l'armée, mais c'est la police, la BAC, qui fait ses descentes. Et qui est obligé de le faire de façon violente parce il y a pas de représentation locale. On essaie de réinstaller la police municipale, mais elle est pas en conditions suffisantes et le travail est pas forcément là-dessus, quoi. Et est-ce qu'elle est formée à ça ou est-ce que la police municipale est elle aussi formée aux principes sécuritaires? Elle est pas formée sur ces aspects-là. Elle est plutôt sur d'autres, je dirais, d'autres médiations, mais qui sont plus
plus présentable et moins compliqué, moins difficile. Alors on avait, Jacqueline, hein, il y avait un policier là, qui était dans. Ah oui, ouais. Comment il Dommage s'appelait? qu'il. Ouais, Comment est-ce qu'il s'appelait? je me souviens plus, mais Moi non plus, je me souviens plus. Il est venu souvent. Il est venu souvent. il est venu très souvent. Moi, j'avais été le voir, justement. On avait eu, j'avais le projet de faire quelque chose avec lui. Et puis après, tu sais, il a changé plusieurs fois de poste. Et lui, il parlait justement sur les problèmes culturels qui étaient beaucoup plus au sein de la police. Il notait surtout beaucoup de problèmes, si tu veux, entre policiers qui étaient de cultures différentes et les conflits que ça provoquait. Donc, il était un peu branché là-dessus. Je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu maintenant. Il était pas à l'aise avec sa hiérarchie. Non, pas du tout. Ouais. Mais je me souviens, il y avait une étudiante qui avait travaillé, avec Étienne, mais il y a longtemps et c'est vrai qu'elle avait travaillé, je ne sais plus dans quelle banlieue et elle disait que c'était bah, il y avait personne quoi, il y avait pas de police, il y avait tout le monde, il y avait plus rien quoi, en fait. Donc les gens étaient laissés complètement, bon maintenant, je pense qu'au niveau des banlieues, on a fait énormément d'efforts au niveau structure, au niveau pour qu'elles soient mieux desservies et tout, mais ce qui manque sans doute, c'est un accompagnement. Peut-être ces femmes relais, elles sont toujours là, mais sans doute insuffisantes. Et comme les éducateurs, il y a quand même pas mal d'éducateurs de la rue, mais qui, à mon avis, n'ont pas du tout une formation. Souvent, je crois qu'on donne ces postes, enfin, je me trompe peut-être, mais on donne ces postes à des personnes qui sont, qui sont presque au SMIC et qui n'ont même pas, tu vois, qui Oh, sont non, pas. non, non, non. Non, les clubs de prévention spécialisés, non, non, c'est très encadré. Non, mais les éducateurs de Oui, c'est rue. ça, c'est les clubs de Oui. prévention spécialisés, c'est éducateurs de Mm. rue. Avec le CNLAPS, non, non, il y a des tas. Justement, au colloque du mois d'octobre, là, de meilleure santé, il y avait beaucoup d'éducateurs de rue. Non, non, c'est des gens très compétents, très formés, Qui parce sont, que ah oui, justement, ben moi, j'avais pas lu ça, tu vois, j'avais lu que c'était plutôt, il n'y en a pas qu'il y avait assez. pas mal de jeunes, très, très, très jeunes, et qui finalement, Non, tu c'est pas confonds avec les évident. grands frères. Tu Oui, confonds avec les voilà. grands frères. Ça, c'est autre chose. Mm. Les grands frères, là, effectivement, c'est des dispositifs que sa municipalité ont voulu mettre en place pour pallier les carences de ces clubs de prévention spécialisés qui sont de responsabilité départementale Mm. et qui, justement, essayent de ne pas être instrumentalisés par les maires qui les utilisaient comme pompiers pour aller éteindre l'incendie ici ou Oui, c'est là, ça, oui, alors c'était. qu'en réalité, l'éducateur de rue, c'est un travail de fond, de long terme, avec l'anonymat. Non, non, c'est des gens avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, et puis je Mm. continue à les voir régulièrement. Mais, mais ceci étant, ils sont pas du tout assez nombreux et, Mm. et remis en question régulièrement du fait des pénuries budgétaires auxquelles on est tous soumis. Mm. Mais non, non, mais faut comprendre au contraire que c'est même une méthodologie d'approche qui maintenant est très, très au point. Moi, je Mm. collabore avec le réseau Dynamo à Bruxelles sur le travail de rue. Non, 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 il y a plein de choses derrière. Faut pas Mm. confondre les grands frères et oui, Ariel. Et puis donc il y a Nicole qui voulait dire quelque chose. Donc je pense que Nicole t'a envoyé un message. Oui, c'est ça. Et donc, Oui. je l'ai rebasculé sur le collectif parce que je lui ai signifié qu'on n'entendait pas avant qu'on ne la voie. Voilà. Et, et donc, l'échange était entre nous au lieu de porter. Je trouvais la réflexion intéressante, en effet. J'aimerais bien en entendre plus, justement, Bien d'ailleurs, sûr. sur ce propos. Je voulais juste faire deux petits points. Relancer un peu. Bon, la question des éducateurs, elle est beaucoup plus diversifiée que ça. C'est-à-dire que elle a été très encadrée, elle a été très exigeante, elle a été très bonne, et elle a aussi beaucoup, beaucoup baissé ses standards. Faut savoir que les recrutements maintenant d'éducateurs se font en sortie de post-bac pour certains. Là où à Oui, une bien époque, il sûr. fallait une licence de sociaux, puis une formation. Mm. Donc, quand on arrive à 18 ans, alors évidemment, c'est pas, ça dépend des structures. Donc, les structures associatives, en fonction de leurs besoins et de leur financement, peuvent recruter des personnes qu'ensuite elles vont encadrer de manière très aléatoire
mon meilleur ami est éducateur spécialisé depuis 20 ans, et donc ça fait 20 ans qu'on a ces discussions sur la nature possible. Je vois bien, en travaillant beaucoup avec la PJJ, qu'il y a une formation d'un tout autre niveau. Mais il y a une disparité beaucoup plus grande qui est peut-être pas le meilleur allié de l'action de prévention de manière générale. Par rapport à, je m'étonnais un petit peu du parallèle avec mai 68, parce que je veux dire le mouvement insurrectionnel de manière générale, il a des causes qui sont pas nécessairement objectivées par ses acteurs. Je crois que c'est le cas là. Je rappelle que c'est des gens très très jeunes hein, qui sont tous descendus, très très jeunes quand même. Et quoique ayant manifesté moi-même et eu cette culture urbaine, j'ai tagué pendant des années. Je fais à mon niveau un petit peu l'épreuve de ce genre de choses, de l'infraction, du plaisir d'une forme de clandestinité dans un espace qu'on construisait en même temps qu'on l'explorait et qu'on le marquait au sens très premier. Euh, Ça, c'est un plan de la jouissance libératoire quand même de cette mobilisation générale. Je suis désolé, je pense vraiment que du point de vue des acteurs, il n'y a que du bon. Et que l'idée d'avoir brûlé une école n'est pas pensée comme brûler une école. Il est pensé comme il y a un truc à côté de moi et j'ai une action dessus, j'ai une prise. Donc c'est une enfin, je suis assez convaincu, mais je veux bien être détrompé, qu'il y a quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle de l'empowerment, d'une reprise d'initiative, comme disait Gurvitch, sur la passivité à laquelle on est astreint en fonction des modes d'existence construits par les institutions et par les politiques publiques. Et évidemment, on ne peut pas généraliser. Je ne suis pas certain que la question migratoire soit en cause. Je crois qu'il y a un phénomène générationnel infiniment plus prégnant que celui qui par ailleurs peut aussi coexister, du questionnement sur les origines, sur la transmission d'un tissu culturel global, sur la possibilité de l'identification, sur la stabilité de la structure familiale, etc. Enfin, ça peut se déployer de manière plurielle de cette complexité humaine dont on est capable. Mais ça, c'est un phénomène et générationnel et insurrectionnel et immédiatement identifié dans un environnement de proximité. De la même manière, je suis d'accord que les batailles, les rixes de Bâle, la frontière flamande et wallonne ou entre les pays Léon et Bigoudin en Bretagne, voilà, moi j'avais aussi connaissance, opère par une forme de dynamique de construction, de défense et de construction du collectif et d'identification rituellement réappliquée. C'est un point, et ça semble en effet être tellement constant que ce qui permet éventuellement d'éviter que ça prenne la violence trop lourdement destructrice ou meurtrière, c'est peut-être de le penser du point de vue des institutions et des politiques publiques, en admettant que c'est un phénomène qui existe, mais en trouvant le moyen d'avoir une prise dessus plutôt que de le criminaliser comme c'est fait trop tardivement une fois qu'on n'a plus la compréhension ou la capacité de gérer ce phénomène. Donc il y a la question de la construction des individus, la question de la violence, la question de l'énergie, qui est quand même un débordement énergétique, enfin je veux dire, qui me faisait penser à Bataille, qui travaille la question du conflit comme ça en disant il y a une accumulation d'énergie, c'est des populations qui doivent la dépenser à perte. Ce surplus doit être dépensé à perte. Et si on n'organise pas le fait d'avoir des actions sans autre but que de se dépenser, de se défouler, la fête, le carnaval, la danse, une partie des drogues ou certains phénomènes de violence collective, alors on se heurte à la façon dont ce surcroît d'énergie doit se dépenser malgré tout ailleurs. Et là, on a quelque chose qui m'avait l'air d'être tout à fait de cet ordre. Et du coup, pour revenir à mai 68, une des solutions auxquelles je réfléchis et qui fait peut-être la distinction entre les deux, c'est la question de la politisation, de la conscience, de l'orientation construite de ce déploiement, aussi bien de violence que de critique. Et du coup, la question territoriale, elle se déporte de l'environnement immédiat, du lieu de vie, vers des cibles, euh, beaucoup plus définie par rapport à une représentation du monde et à une dynamique de changement. C'est-à-dire que, pour le dire très clairement, je pense qu'il faut beaucoup plus politiser ces personnes et toutes celles qui le sont plus,
travers des associations, des actions militantes, euh, ne vont pas brûler la bibliothèque du coin, ni la voiture de leurs voisins. Euh, et peut-être que le tag a moins d'importance symbolique, là où, par contre, il y a un objectif, une poursuite qui est aussi un chemin de construction et un moyen de ne pas se trouver enfermé dans des conditions sociales qui méritent d'évoluer. Voilà, moi je vois un distinguo entre la dimension non structurée par le champ politique, mais exclusivement reportée sur les dimensions émotionnelles et avec ses vertus. Et voilà, et du coup, la question culturelle, elle est plus celle malgré tout, de la capacité de jouissance des éléments de la vie sociale ordinaire en fonction des espaces où on se trouve qui fait que nous, on n'a pas envie de détruire notre environnement parce qu'il nous nourrit. Quand il ne vous nourrit pas, lui apporter un soin particulier n'a pas de sens. Et c'est pas. Ce qui est plus intéressant dans la destruction, c'est de ne pas comprendre le problème que pose la destruction d'une école, d'une bibliothèque, d'un dispensaire, comme si c'était une voiture parmi d'autres. C'est pas identifié. Non, mais alors là, je pense que tout le monde partage ton analyse, hein, que le contexte de mai 68 n'est pas du tout le même aujourd'hui. C'était la guerre froide, il y avait le Vietnam, il y avait donc toutes ces étincelles ordaliques ont pu trouver un point d'ancrage politique qui a permis de les canaliser d'une part et de leur donner un sens politique d'autre part. Ce qui aujourd'hui ne fait pas du tout le cas, n'est absolument pas le cas. Et ce qui manque très certainement aujourd'hui. Et beaucoup de gens disent aussi, moi je travaillais dans une mairie communiste il y a pas très longtemps, que l'absence justement des JOC, et jeunesse ouvrière chrétienne, etc., faisait que l'anomie des quartiers laissait émerger ces bulles d'énergie sans pouvoir les canaliser, sans pouvoir les encadrer. Ce qui pose un vrai problème parce que quels souvenirs vont garder ces jeunes de ces moments-là? Est-ce que c'est un souvenir simplement d'avoir cassé les cadres ou est-ce que c'est le souvenir d'avoir commencé à construire une réflexion et d'avoir construit quelque chose qui pouvait être un point identitaire de leur place générationnelle? Ça aussi, c'est les grandes différences. Alors, j'ai une question. alors vas-y, mais ce que je voudrais, c'est peut-être donner la parole à Nicole qui nous envoie des SMS. Moi, et puis Véronique, après, je te donnerai la Je ne sais parole. pas si je me rappellerai de ma question, mais c'est pas grave. Alors, vas-y, Véronique. Et puis, C'était après... juste pourquoi, c'est une question de fond, donc on peut la garder pour tout à l'heure, mais pourquoi imaginer que quand on s'attaque à une école, ça n'a pas de sens? Ça peut aussi avoir un sens. Moi, pour avoir beaucoup suivi les conseils de classe dans un collège de quartier, on peut être extrêmement humilié par l'école. Ça peut être un lieu vis-à-vis duquel on n'a même pas des revendications, une espèce de rancœur, quoi. De même qu'un centre, alors le centre d'action sociale, etc., on peut avoir vu sa mère très maltraitée par l'assistante sociale. Enfin, je veux dire, pourquoi a priori dire c'est au hasard? Moi, je me demande si, dans certains cas, il n'y a pas quand même quelque chose, même si c'est effectivement pas très structuré politiquement, on est bien d'accord, et que ça a plus d'inconvénients que d'avantages. Ça, c'est pas la question, mais que cette émotion, elle s'adresse à quelque chose. Juste pour préciser mon point de vue, c'est pas que ça n'a pas de sens, c'est que ça n'a pas le sens qu'on lui donne dans la communication publique et dans les modalités Ça, c'est clair. de On réaction. est d'accord. C'est ça mon propos. Mais je suis d'accord sur la question de l'expérience institutionnelle dépréciative, qu'elle soit globalisée ou qu'elle soit tout à fait ciblée. Ouais. Mmh. Ou simplement qu'elle soit simplement présente. C'est elle qui est là au mauvais moment. Mais oui, tout à fait. Ça. Alors attends, parce que donc Nicole, tu nous mets un long message. Ah non, c'est Stéphane, pardon, Stéphane Granado. Euh, oui, c'est sûr. Ce que je vous propose aussi bien à Stéphane qu'à Nicole, c'est de m'appeler sur mon portable
pour que je puisse vous donner la parole, comme ça vous pourriez parler à tout le monde. Et alors, Nicole, tu peux m'appeler. Ce qu'il faut, c'est voilà, c'est ensuite. Vas-y. Et après, Stéphane, je pense que tu as aussi mon téléphone. Hein. Tu l'as pas, Nicole? Et le téléphone marche pas alors. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Vas-y. Alors, rebonjour à tout le monde. Ça serait terrible. Hein. Alors, non, Jacqueline, il faudrait que tu coupes ton micro. D'accord. Voilà. Je voulais dire qu'on a porté le focus sur des émeutes qualifiées d'émeutes urbaines. Or, elles ont quand même touché toute la France. Et du coup, ça change la grille de lecture parce que ce ne sont pas que les quartiers difficiles ou la banlieue qui a été touchée, mais vraiment toute la France. Et Et toi, du coup, la réflexion. Nicole, il faut que tu coupes ton micro, pas ton micro, mais ton haut-parleur. Je suis pas sur un parleur. Je sais pas comment. Là, je suis sur un parleur. Non. Vas-y, on va essayer de trouver autre chose. Et je disais que faudrait quand même qu'on porte une vraie réflexion sur le mal-être des populations, des jeunes. Et même quand on a vu ces parents qui demandaient à leurs enfants d'aller chercher des objets lors de ces émeutes, il y a une vraie réflexion sur cette violence, ce mal-être et ces populations qui sont laissées pour compte. Et je voulais aussi faire allusion à ces fêtes, à ces balles de village, où j'ai l'impression qu'on a oublié qu'il y avait ces risques aussi dans les quartiers. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on apporte plus une réponse sécuritaire. Et il y a un livre qui s'appelle Jeunes, déviance et identité, des jeunes du XVIIe siècle et au XXe siècle, et qui reparle de ces jeunes qui se battaient à la suite des balles, parce que des jeunes filles parfois dansaient plus avec des jeunes qui venaient d'autres quartiers. Donc il y a toute une littérature là-dessus qui est très intéressante. Et aujourd'hui, sur le meurtre du jeune on parle plus enfin, en tout cas, le discours a été repris beaucoup au niveau politique et beaucoup à une dimension sécuritaire. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Alors, Stéphane, tu es mon numéro là maintenant. Tu veux que je t'appelle? Oui, vas-y, on t'écoute. Donc ce que vous dites, donc c'est vrai que ce problème de relation entre les jeunes et la police n'est pas nouveau, puisque en 83, quand il y a eu la marche de l'égalité contre le racisme, et donc c'est parti de ça.
Et donc, moi, j'ai l'impression qu'en 40 ans, la situation n'a pas évolué à ce niveau-là. Il y avait aussi une dimension qui était très portée dans ces marches, parce que moi, j'ai pas fait celle de 83, mais 84, je me rappelle très bien. D'ailleurs, j'ai toujours le badge, hein, avec ce slogan, la France est comme une mobiliette. Pour avancer, il faut du mélange. Donc, il y a un discours quand même qui était porté à ce moment-là, notamment par le tissu associatif qui existait un peu dans les banlieues. Voilà. Et ce tissu a été, pour moi, au niveau de l'analyse, hein, a été un peu laminé après, parce qu'il y a une partie de récupération politique par le pouvoir socialiste avec la création de SOS Racisme, qui a tenu un discours quand même sur l'intégration, qui a complètement nié cette dimension qui s'exprimait, qui était vraiment plurielle. Et petit à petit, ça s'est délité. Et après, autre dimension qui est quand même assez très forte, en 40 ans, c'est toute la dégradation du discours politique autour de l'immigration. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, en fin des années 110-80, il y avait encore des hommes politiques qui disaient que l'immigration était une chance pour la France, que sans dimension. Et là, on n'entend plus du tout ça. Il suffit de voir un petit peu toute l'inflation législative autour des lois, tout le débat actuel sur la loi qui est portée par Gérald Darmanin, voilà, où on nous fait croire qu'il y a une crise migratoire, qu'on est submergé, alors que c'est pas du tout ça, c'est une crise d'accueil migratoire. La preuve, il suffit de voir un petit peu comment la France s'est positionnée avec les réfugiés ukrainiens, où là, d'un seul coup, c'était possible d'accueillir, c'est possible. Moi, j'ai un logement social par Paris Habitat. J'ai reçu une lettre de Paris Habitat qui me demandait si je pouvais éventuellement accueillir un réfugié. Donc moi, j'aurais répondu, j'aurais dit, mais vous me demandez pour les Ukrainiens, mais vous l'avez déjà demandé pour d'autres personnes qui... Voilà. Et actuellement, il y a tout un discours. D'ailleurs, la France, contrairement à ce qu'on fait croire, prend pas vraiment, entre guillemets, si je reprenais les termes de sa part à ce niveau-là. Il suffit de regarder toutes les analyses, par exemple, de François Héran, il y a plein de tous les mouvements, la CIMAD, le justice, quand on va un petit peu, on fouille, on s'aperçoit que la France est très, très en recul par rapport à cet accueil migratoire. Donc je pense que voilà, tant qu'on n'aura pas pacifié aussi en partie les rapports entre la population et la jeunesse, ce sera difficile. Par exemple, sur les contrôles d'identité, il y a une expérience intéressante, c'est aux États-Unis, je crois, à New York. Ils ont supprimé en tout cas les contrôles d'identité comme ça inopinés. Ben, ça a vraiment pacifié les choses. Il y a eu plusieurs articles là-dessus. En France, ça fait des années qu'on parle de ça, ne serait-ce que le récépissé, tout, mais voilà, mais c'est vrai que c'est pas moi qui le dis, c'est le défenseur des droits, il y a plein de monde plein d'instances qui le disent. Si on est noir ou arabe, on a quand même beaucoup plus de chances de se faire contrôler par la police. Je crois que c'est un rapport 1 sur 20 ou 1 sur 15 que si, entre guillemets, on est blanc, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment des dimensions, plus sur quand même quelque chose d'important, aussi l'abandon des politiques publiques. Et je parle par rapport à l'éducation, notamment les éducateurs. Je veux dire, toute l'éducation, voilà, il y a quand même un appauvrissement à ce niveau-là. Donc c'est sûr que les éducateurs, je pense qu'ils sont sur le terrain, ils se retrouvent de plus en plus avec des situations, un nombre de situations conséquentes qui peuvent pas suivre. Et là, c'est... Voilà, donc je pense qu'il y a toutes ces dimensions qui doivent... et puis, en effet, ce discours qu'on a complètement laissé à l'extrême droite, en partant du principe que la France était une et indivisible, qu'il fallait absolument aucune expression de toute dimension multiculturelle, interculturelle. Et je pense que là, il y a une vraie question de fond. Oui, ben c'est la question qui est posée. Bon, c'est la question qui est posée par l'ensemble des acteurs institutionnels. Hein. La difficulté d'avoir une action universaliste qui est celle de l'institution, qu'elle soit judiciaire, sanitaire, éducative, sociale, et l'articulation avec la diversité des demandes, des besoins, et comment faire qu'il n'y ait pas une imposition coloniale, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, de la colonialité, ce qu'on disait avec Emmanuel, d'un modèle universaliste sur une diversité nécessaire. Diversité qui n'est pas que dans la migration. Hein. Là, je pense que Nicole a tout à fait raison de souligner le mal-être des populations rurales, le mal-être des petites villes de province,
un mal-être qui s'exprime de façon non violente pour le coup. Mais voilà, il y a une combinaison, une alchimie qui a fait que en juin, ça a explosé. Je, je crois, parlant d'interculturalité, que une des dimensions du problème, au-delà de l'opportunisme de la communication politique, qui croit, et je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, servir ses intérêts en flattant ce qu'il y a d'un petit peu violent, xénophobe dans une base électorale, euh, par tous ces discours en effet complètement, infiniment plus racistes qu'à une époque, infiniment plus répartis sur l'échiquier politique, là où il y avait à une époque la capacité à défendre une pensée complètement différente. Et c'est à des lieux de tout ce que les spécialistes du sujet peuvent établir, effectivement, hein, le Gisti et le CIMAD font l'objet d'attaques et de réductions régulières de leur budget et de leur capacité d'action, la perte de l'éducation populaire, il y a beaucoup moins d'éducateurs, le tournant sécuritaire, en effet, de toute la police et de tout, et d'une partie des institutions, jusqu'à l'école, hein, on fait des préventions attentats, mais on ne met pas plus d'assistantes sociales, de psychologues, évidemment, de moins en moins de professeurs également. Bon. Donc il y a une politique qui tend depuis de longues années à aggraver les choses, mais indépendamment de cet opportunisme, du cynisme possible ou du désintérêt, il y a aussi une méconnaissance pardon, complète de cette façon de penser les choses que nous travaillons ici. C'est-à-dire que ben, je pense à des magistrats qui, à propos de certains attentats et du profil des auteurs, a eu cette phrase qui m'a marqué, ancien premier président de la Cour d'appel de Paris, et qui dit « Il faut reconnaître que ces attaques dramatiques ont forcé notre attention sur des situations de désastre social dont on n'avait pas idée. » Et là, on s'est dit, bon, quand on est magistrat, si on ne sait pas que ces situations existent alors que les discours alarmants sont partout, en train d'essayer de se faire valoir, et sont réduits à une position caricaturale de gauchisme politique, ah, c'est 68 heures, c'est Mediapart, c'est ce truc-là. C'est vraiment le lot commun, c'est la culture d'un discours du déni qui n'est pas tout à fait dupe, mais qui ne veut pas le savoir et qui impute aux individus la responsabilité des actions collectives dans lesquelles ils se trouvent pris. Et je crois que c'est aussi une forme d'obscurantisme, d'ignorance qui gagne en surface au fur et à mesure que se construit cette espèce d'entre-soi selon lequel, très libéral, réussir sa vie, c'est s'en donner les moyens individuellement, c'est la réussite, c'est la performance, c'est la ténacité, et il n'y a pas de processus social à l'œuvre. Et donc ça, c'est une culture un petit peu élitaire, un petit peu qui du coup est peut-être sincèrement surprise quand il y a de tels déploiements de violence ou de tels retours de bâton, des conséquences de ces politiques sans fondement, enfin un peu vides. Et œuvrer à ça est assez difficile. Disons que je trouve, moi, significatif qu'on y vienne enfin en y mettant pas mal de moyens que quand la situation est totalement désespérée, qu'elle risque de menacer le reste de la société. Et je trouve très significatif que pour traiter, puisque c'est mon cas pour ceux qui n'étaient pas là au tout début quand je me suis présenté, je travaille que sur des terrorisme, le djihadisme en détention. Et là, on nous dit il faut faire de la formation interculturelle, il faut faire du lien social, il faut mettre des psys, il faut diversifier tous les visages, il faut mettre de la confiance, de la continuité, bah, tout ce qu'on sait faire en fait, tout ce qu'on sait qu'il faut faire pour tenter de réparer des situations de violence partagée, pour dire comme ça. Et là, peu importe la communication politique, on fait ce qu'il faut faire.
Donc, il y a évidemment de l'indifférence et seuls les événements les plus dramatiques forcent l'attention et obligent à des réponses qui sont soudain moins cyniques, moins désinformées. La vertu triste de ces moments. Mais c'est aussi une absence complète, un peu d'intérêt et de conscience ordinaire dans la transmission, dans l'information de ces, j'ai l'impression, des groupements politiques divers, sur tous les savoirs qui, depuis 60 ans, hein, à peu près quand même, sont patiemment construits, disponibles et qui n'étonnent aucun étudiant de sociologie de deuxième année. C'est complètement acquis. Complètement acquis. Moi, j'observe une fracture très très claire dans les milieux de magistrats, par exemple, et peut-être que Véronique Dorner pourra en dire quelque chose de plus. Ceux qui ont été sensibilisés aux sciences sociales comprennent ce discours, l'intègrent et en comprennent la plus-value, y compris dans les différents aspects de leur métier, auxquels ils sont parfaitement souverains. Et ceux qui ne connaissent pas, hein, qui n'ont fait que du droit, par exemple, n'ont aucune idée que ça existe, ni de la pertinence. C'était à ce point flagrant que vraiment, on pense que les sciences sociales ou l'analyse des phénomènes sociaux, quelle que soit la facette par laquelle on l'aborde, c'est de l'opinion générale, c'est de la culture générale, ça n'a rien à voir avec des savoirs positifs, j'allais dire, et critiques, établis, certains, valables, fonctionnels et qui devraient être inclus dans une ingénierie sociale générale. Voilà, il y a une perte là-dessus qui culmine avec des phrases de Valls sur le fait que comprendre, c'est justifier l'horreur, mais voilà, là, comprendre, c'est peut-être déporter le point de vue et permettre de mieux avoir prise sur la situation. Bon, ben, je ne crois pas que ça existe tant que ça. Enfin, je crois que c'est quelque chose sur lequel il va falloir remiser à nouveau pour construire cet espace de la rencontre. Et là, il y a une dimension interculturelle, à mon avis, Alors, également. non seulement une dimension interculturelle, mais là, tu touches le cœur de regard. Hein. C'est parce que ces réflexions que tu as par rapport au droit, on les croise en médecine, n'est-ce pas, Emmanuel? On a exactement les mêmes, mais exactement les mêmes discours et les mêmes clivages entre ceux qui ont été sensibilisés et ceux qui ne le sont pas. On les trouve dans le social aussi. Moi, je travaille beaucoup avec Créteil Solidarité justement avec les assistantes sociales, mais il y a aussi ce clivage avec des fonctionnalistes utilitaristes et puis d'autres qui ont un petit peu de jugeote et qui se posent la question. Et dans l'éducation, alors là, je pense que Stéphane pourra nous en dire aussi un mot sur les enseignants qui sont aussi clivés dans exactement. Et notre objectif, c'est essayer de faire diffuser à l'intérieur de ces institutions de la culture des sciences humaines pour pouvoir justement appréhender la diversité au sens très large du terme, hein, pas qu'exotique. Là aussi, on engendre quelquefois quelques malentendus où on nous traite de communautaristes, ce qui est vraiment pas du tout la chose. Mais bon, c'est facile de disqualifier aussi les gens sur ce registre-là. Mais je crois que là, effectivement, tu as tout à fait raison. L'évolution, malheureusement, va dans le mauvais sens. C'est-à-dire que, alors que dans les années 70-80, on avait quand même une possibilité de travailler les questions sociales en dehors des crises, aujourd'hui, c'est uniquement lorsqu'il y a crise que on s'éloigne un petit peu du cœur de métier. Ça, c'est le grand discours managérial. Et restez sur le cœur de votre métier parce qu'on n'a pas d'argent, on ne peut pas dépenser. Voilà, l'infirmière qui prend la main du vieillard perd du temps qui ne sera pas rentabilisé dans la tarification de l'activité. Et donc, il faut une crise. Il faut un moment, comme tu dis, pour que à ce moment-là, on s'autorise à sortir des rails institutionnels et qu'on s'autorise à aller un petit peu borderline. Moi, je dois dire que quand Catherine Sultan était direction de la PJJ, elle m'avait fait rencontrer les gens de la PJJ, donc c'était il y a 7-8 ans, je pense, quelque chose comme ça, et qui avait été totalement sourd au discours hein, à l'époque. Sur les questions de l'interculturalité, de la diversité, de tout ce que tu viens de décrire. Alors, je suis très heureux de t'entendre dire qu'aujourd'hui, c'est ouvert et, bah, écoute, tant mieux, profitons-en. Essayons de démontrer que c'est efficace et que, voilà, ça permet de prévenir les choses. J'ai
peur malheureusement que l'esprit énarque ne prévale dans l'avenir et que voilà, on reste sur des modalités managériales classiques qui font que en dehors des crises, eh ben, on ne pense qu'à couper les budgets et à centrer les gens sur leur cœur de métier, ce qui est une grosse erreur, à mon avis. Excuse-moi Stéphane, mais moi j'ai envie de le dire autrement. Je prends la parole comme ça, je sais pas me Bien manifester. sûr, bien sûr. Moi, je pense que politiquement, il n'y a aucune volonté de prendre quoi que ce soit de ce genre en compte, sauf quand il y a des crises. Que les crises obligent les politiques à agir, mais François Héran, il est au Collège de France. Il travaille depuis des décennies. Quand est-ce qu'on entend parler de lui? Et il n'est pas le seul, hein, de loin pas. Je me dis que là, on est, je vais être un peu dur, mais c'est presque angélique de penser que par le bas, on va réussir à faire que les gens prennent conscience, alors que tout le discours, l'essentiel du discours médiatique et l'essentiel du discours politique vont sur la voie la plus facile, on va dire, enfin la plus sordide aussi. Monsieur. Oui, oui, non, mais les deux postures sont vraies. Le verre est à moitié vide ou il est à moitié plein. C'est bien, il faut être Raison, optimiste. raison. Disons que pour se sauver de ce qu'il y a d'effectivement sordide dans l'évolution réactionnaire du discours constant, et le combat est un des moyens de salut, et donc l'action, dès lors qu'elle rencontre des effets positifs, au moins soulage un petit peu la peine que le spectacle général de cet obscurantisme conquérant génère. Du coup, voilà, il y a de micro-victoires qui sont néanmoins à garder pour soi. En revanche, je ne sais pas ce que vous indiquez comme étant une action par le bas ou par le haut, parce que quand on parle de magistrats, de formation à l'ENM, enfin voilà, il y a des alliés qui me paraissent pas être tout à fait Par le bas. ouais, Mais déconnecté des cercles de pouvoir. Et alors après, c'est la question politique de, de faire force, etc. Je serais étonné qu'on soit plus réjoui que ça dans les temps rapides, mais je suis pas sûr qu'il y ait d'abord d'alternative à cela. Et puis surtout, toute la classe politique se résume pas à cette classe euh, managériale, enfin de pensée comptable très standardisée. Mais faire groupe, c'est autre chose. Donc, faire entendre, disons, cette voix-là. Ça peut être un projet de publication un peu généraliste sur le rappel de quelques fondamentaux absolus et de son déni par des politiques dont des conséquences sont prévisibles et ne nous surprennent pas. En tout état de cause, par expérience, je crois qu'il est un discours positif en disant ça marche et les gens sont plus heureux, nettement plus efficace politiquement que le discours vous êtes des réactionnaires. Je crois que voilà, c'est une posture pragmatique euh, et même si c'est moins crash, même si c'est moins puissant médiatiquement et avec moins de buzz à la clé, je pense qu'on a plus d'effets concrets et sur la réalité en ayant cette posture que la posture qu'on entend bah, dans tous les justement les colloques clubs de prévention spécialisés ou autres de lamentation en disant on n'a plus de budget, on n'y arrive pas, etc. Moi ça j'en suis revenu. J'en suis revenu de dire que la classe politique est complètement à droite, c'est sûr, c'est un constat, mais la classe politique elle est aussi le reflet d'un discours qu'on entend sur le terrain dans le bas. Quand tu vas dans les marchés, enfin, moi, je suis consterné. J'étais sur les ronds-points aussi des Gilets jaunes, les discours qu'on peut entendre, ça, c'était consternant. On en a fait beaucoup, on dit à gauche, oui, c'est ça, mais il y avait de la révolution, il y avait des choses. Franchement, dans la Normandie où j'étais, c'était pathétique, pathétique, de réaction. Quand je discute avec des gens qui travaillent dans ma belle famille, etc., je suis aussi consterné parce que
on a une radicalisation extrême droitière de toute la classe populaire. Et ça, c'est préoccupant, c'est très préoccupant, très très préoccupant. Et moi, mon parti, mais c'est un parti peut-être perdu d'avance, Véronique, je suis d'accord, hein, peut-être perdu d'avance, mais c'est d'essayer de montrer qu'on peut penser différemment et que ça peut permettre de faire des choses. Voilà, pour Alors, revenir un petit peu à ce que disait Stéphane aussi tout à l'heure. alors, en fait, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Simplement, je me dis qu'on est à un point de dégradation par rapport à d'autres choses qu'on a connues, pas dans l'absolu, tel que l'émeute est peut-être le seul moment où il y a une prise de conscience des politiques qui assument parfaitement que ça se dégrade et qui s'en contrefichent. Et je ne généralise pas à tous les politiques. Et pour parler des juges des enfants ou des juges en général, moi, j'ai quand même l'impression en intermédiation culturelle que quand on me mandate, c'est quelqu'un qui a soit été informé par un autre juge, soit qui a déjà pris conscience. Mais c'est pas une généralité. Et les juges n'ont pas défendu l'intermédiation culturelle, pas du tout. Ils ont pas défendu le fait d'avoir des experts de différentes sortes. On leur a imposé, et ils ont cédé. Oh, Ils n'ont oui, même pas lutté. oh, oui. Non, non, mais c'est un constat pessimiste qui est vrai. On ne peut pas le nier. Hein. On peut Mais pas ce le serait presque nier. l'émeute comme moyen tout d'un coup de dire non, ça va plus du tout. Et là, Véronique, en Et que ça disant soit ça, moi, entendu. ça me Et c'est rappelle dur. nos débats des années 70 en disant la lutte armée. Ou, Peut-être. J'étais trop petite. non, mais on a eu ça pendant des nuits et des nuits à fumer des Gauloises et à se dire qu'est-ce qu'on fait. Et puis il y en a qui sont partis à Action Directe et puis il y en a d'autres qui ont fait autre chose. Voilà, mais bon. Emmanuel, tu as mis ton micro. Non, je souscris à ce qui est dit. Enfin, on est dans une désagrégation du politique, parce qu'il y a qu'à voir aujourd'hui le politique est attaqué, y compris dans ses logements, dans sa famille et tout ça. Donc il n'y a plus de croyance dans l'action du politique et il est directement pris à partie. Donc ce qui existait auparavant, qui permettait de construire de l'action collective, ben, il faut trouver les moyens, mais ils ont bien été dégradés parce que tout ce qui était construit pour canaliser. J'étais d'accord avec l'histoire de la canalisation de l'énergie. Et ça a été un peu ravagé, je dirais. Et puis aujourd'hui, le politique, il est dans simplement un mécanisme d'action-réaction et il se laisse gouverner par les sondages. Et, euh, et comme les médias, il y a qu'à voir aujourd'hui les chaînes d'actualité en permanence, les experts qui parlent, c'est même plus des experts, c'est des commentateurs. Et ils racontent pas, ils ne donnent pas d'expertise le plus souvent. Ils font du commentaire. Et ça entretient et ça enrichit la perspective sondage et la perspective Madame Michu. Ouais. Donc là, on a une caisse de résonance avec quelque chose qui est fait pour maintenir la cocotte minute et on cherche la soupape. Hein. Et la soupape, elle n'est que sur de l'action violente aujourd'hui. Parce Bon, que c'est la seule chose que le politique entend. Si on le fait réagir, il faut agir de façon violente. oui, mais tu réalises ce que tu es en train de dire dans le conflit Proche-Orient? Mais je réalise, je sais que il faudrait que les gens arrivent à se parler, mais à qui on donne la parole aux deux extrêmes, de l'un d'un côté comme de l'autre. Et ça fait des années que ça se construit, ça fait des années que les gens voient qu'il y a des ghettos qui se sont construits, parce que Gaza, c'est quand même un ghetto, Oui, hein. oui. Et c'est un camp de concentration à ciel ouvert. Et on laisse faire ça. Et d'un autre côté, il y avait les colons israéliens qui continuaient à grignoter. On est sur une guerre des cow-boys et des Indiens où comment dire, on piétine les traités qui sont régulièrement passés, y compris les traités locaux qui ne sont pas écrits. Et Michel, le vivre ensemble est plus possible. ouais, Michel, Si ce n'est de faire explosion. Et à ce moment-là, peut-être qu'on en reparle au niveau international.
Il y a eu un débat auquel Michel et moi avons participé en auditeur, on n'a pas participé au collectif CD Team, justement sur cette question-là. Débat que moi j'ai trouvé très intéressant. Je sais pas, Michel, ce que tu en as pensé. Non, bah, elle n'est pas là. Elle est pas là. Mais, donc, sur les différents points de vue analysés par l'extrême gauche et qui en fait s'est retrouvée extrêmement impuissante à tirer une analyse qui soit véritablement pertinente. Et Si si tu veux, Michel, voilà, ça y est, les gens Michel. qui réagissent. Oui, vas-y, Michel. Non, je ne voulais pas dire grand-chose. Oui, j'ai trouvé cette rencontre du CD Team très intéressante. L'objectif n'était pas de trouver des réponses ou des solutions. Je pense qu'on est loin de cette période où on va trouver des solutions. Bon, je suis en désaccord sans doute avec beaucoup d'entre vous, mais pour moi, on est dans une crise de civilisation beaucoup plus profonde que celle qu'on veut voir et il n'y a pas de solution immédiate. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça va dans le sens de ce que vous pensez. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui ne parlent pas, qui cachent leur opinion, qui vont l'exprimer au moment d'un vote sur les prochaines présidentielles. Et je pense qu'on va y aller, quoi. Voilà. Parce que les gens trouvent que ça bouge pas, que on a tout tenté et qu'on va aller sur des extrêmes parce que finalement, pourquoi pas? Alors, bon, on va peut-être essayer d'aller. Nicole souhaiterait qu'on parle de la formation continue. Donc, alors, Nicole, je te propose, elle m'envoie un SMS, voilà, je te propose que tu m'appelles pour prendre la parole et voilà, qu'on finisse un petit peu cette réunion. Voilà, Sur du positif. voilà, on t'écoute. Alors, moi, je travaille dans un service de formation continue, dans une UFR de droit, et je constate effectivement que l'interculturalité est très, très, très peu évoquée. Et le DU, expertise culturelle auprès des tribunaux, ouvre une vraie brèche sur ces questions d'interculturalité. Mais c'est le seul. Et aussi, au niveau de l'UFR de droit, il y a des diplômes sur la médiation, mais le champ de l'interculturalité n'est pas évoqué. Donc nous, alors moi je suis administrative, je suis aussi docteur en sciences sociales, mais j'ai très peu la parole sur ces questions-là pédagogiques. Et j'aimerais savoir comment on peut intervenir, ou qui peut intervenir pour ouvrir une brèche sur une UFR, enfin au niveau de Paris-Nanterre ou ailleurs. C'était tout le propos d'Étienne. Alors, Jacqueline, tu veux prendre la parole? Non, non, pas vraiment. Non. Pas pour le moment. Tu veux encore, Nicole, tu veux encore parler? Non, non, c'est bon. Sur cette Alors, question de... non, c'est clair que dans la formation continue, comme dans la formation initiale, dans mon domaine, c'est le domaine de la santé, c'est des choses qui sont difficiles à faire passer. D'autant plus maintenant que je suis trop vieux pour être à l'université. Donc, on arrive quand même à jongler, on en parlera justement à l'AG pour le DU santé des migrants et le DU médiation en santé, pour instiller de l'interculturalité. On l'avait fait au niveau des internes aussi. Mais comme le disait Ariel tout à l'heure, on arrive à convaincre des gens qui sont déjà sensibilisés. Or, ces gens déjà sensibilisés, il faut aussi le constater, c'est un problème de génération. C'est-à-dire que notre génération qui a été formatée avec Deleuze, Bourdieu et Tutti Frutti, on trouve dans les institutions des complices, des alliés qui nous permettaient justement de mettre des choses en place comme Catherine Sultan dans la justice, comme comment il s'appelait le
Alain J'avais Bruel. Ruel, Alain voilà, Bruel. Ruel, exactement, etc. Jean Benoît dans la santé, en fait, il y avait des gens comme ça. Malheureusement, les jeunes générations sont de plus en plus étrangères à ce type de réflexion. Et c'est là où vous connaissez ma préoccupation d'essayer d'amener des gens nouveaux. Et je suis très heureux qu'Ariel fasse partie justement de cette nouvelle génération qui permettrait d'avoir une pénétration dans ces institutions de formation auprès de ces pairs générationnels. Parce que nous, ben, on part à la retraite les uns et les autres. Et, et donc, on a de moins en moins d'alliés, on a de moins en moins de complices. Olivier Bouchot à Bobigny, bah, il part à la retraite aussi. Voilà. Et Nicolas Vignier qui le remplace n'est pas du tout dans cette philosophie-là. Ou du moins, on essaie de les mettre. C'est un travail de longue haleine. Bref, pour répondre à ta question, Nicole, je pense que là aussi ta génération tu as des choses à dire, même si tu es administratif, tu peux quand même faire peser un certain nombre de choses sur les comités pédagogiques. C'est pour ça que pour les DU d'expertise culturelle, j'appelle de tous mes voeux qu'il y ait un comité auquel tu participes pour justement faire avancer cette réflexion. Alors, je sais pas, Ariel et Jacqueline. Ben, moi, si tu veux, quand tu dis pourquoi, enfin, faut se poser pourquoi les jeunes sont plus étrangers à l'interculturel. Alors, moi, je me pose la question, finalement, cette interculturalité, est-ce que maintenant, il y a peut-être dans les têtes un métissage culturel qui est plus ou moins, qui commence peut-être à s'installer, peut-être, si tu veux. Donc, cette question-là Oui, mais la est plus dimension difficile à anthropologique. poser maintenant, peut-être. Et c'est Non, mais peut-être une question. non, Jacqueline, là, c'est par rapport à l'exotisme, mais la dimension culturelle, elle est partie prenante de Oui, toutes les relations bien humaines. sûr. Oui, Les oui, oui, oui. générations, Bien sûr, et partout. Oui, mais partout. bon, il y a des discours maintenant de plus en plus radicalisés aussi. Donc, Voilà, voilà. Les élections brésiliennes l'année dernière, c'était quelque chose qui était totalement tribalisé. Et donc, l'outil anthropologique de l'interculturalité, il permettait justement d'analyser un petit peu les choses, comme on le voit en Argentine aussi, de façon différente. Je pense qu'il ne faut pas cantonner l'interculturalité à l'exotisme. Ariel. Si je peux me permettre, oui, bon, il y a plusieurs choses, mais disons que je ne sais pas ce qu'il en était avant et si ça occupait vraiment une place plus centrale. J'ai le sentiment qu'une partie de notre éclatement, de notre dispersion, fragilise la sensation d'être nombreux à travailler dessus. Moi, j'y suis venu en travaillant avec les institutions, c'est-à-dire que l'anthropologie, évidemment, par essence, un rapport constant de pensée de l'altérité, mais et d'expérience. Mais en travaillant avec les institutions, j'ai eu deux surprises agréables. D'abord, ce discours et cette figure dans l'espace ordinaire du discours institutionnel ou scientifique est en soi une figure exotique qui opère une forme de séduction pour une partie des publics institutionnels. C'est-à-dire qu'il y a, et je l'ai travaillé vraiment comme ça sur un plan, pendant un temps. Alors, je ne sais pas si Véronique Dorner partage ce constat, mais voilà, ah, vous êtes anthropologue, ah, mais c'est charmant, c'est très très bien, personne ne sait ce que ça veut dire, mais ça intéresse et ça ouvre une brèche dans l'ordinaire des pratiques professionnelles. Ça ne veut pas dire que ça permet une prise tout à fait transformatrice, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant et qui, moi, a permis un cheminement de rencontrer beaucoup d'alliés. Je suis d'accord hein, qu'il est plus difficile de faire peser faire comprendre l'intérêt de cette approche auprès de publics qui sont spontanément rétifs. À une exception près, on l'a dit, c'est celle des crises. C'est-à-dire que face à la nécessité et aux besoins, dans les formations à l'ENM, j'ai majoritairement des juges des enfants qui sont tous acquis à la question, je l'espérais en tout cas, acquis, mais j'ai des juges d'instruction parce qu'ils ont des problèmes pratiques et ils cherchent des solutions et l'institution ne leur permettant pas d'avoir tout à fait les moyens de résoudre ces problèmes, ils doivent, par le biais notamment de la formation continue, avoir accès à des outils qui ont été progressivement évacués ou décentrés de tout l'arsenal disponible pour résoudre des problématiques complexes qui ne manquent jamais de l'être. Donc, paradoxalement, je veux croire, peut-être
par nécessité, mais que la disparition progressive, la réduction de toute cette, de ce discours et de cette connaissance notamment de l'interculturalité, on impose le retour quelque part un petit peu prévisionnel et lui redonne un intérêt, une forme il y a un retour possible de la question interculturelle, justement parce que ça a été effacé et que ça réapparaît comme un moyen d'éclairer des situations mal comprises, obscures, urgentes, en plus de l'enrichissement intellectuel qui fait aussi l'objet d'une demande par beaucoup d'autres. Et je voulais dire que la, la dimension générationnelle, alors je la mesure peut-être pas parce que je finis par me rapprocher de ceux qui travaillent, qui œuvrent dans cette même direction. Mais moi, je suis au conseil scientifique d'une association qui s'appelle Ethnoart, qui sont pour partie d'anciens étudiants de Paris 8, qui ont tous fait de l'anthropologie, sont docteurs ou pas. Et qui travaillent inlassablement, avec une faible visibilité, mais auprès de beaucoup de publics, alors pour le coup par le bas, scolaires notamment, beaucoup dans les écoles et dans les mairies, et qui ne cessent d'accroître leur nombre parce qu'il y a de la demande et qu'ils ont du mal à y répondre. Il y a eu un certain nombre de démarches comme ça. Ça s'appelait Ethnologue en herbe, qui faisait des formations à l'école. Il n'y a pas longtemps, à la Villa Médicis, il y avait quelque chose sur une réflexion anthropologique, c'était TELEM, je crois, qui reprenait ce projet. Bon, quelque part, il faut sans cesse y revenir, sans cesse le faire revivre, lui redonner forme, le nourrir, et sans doute ce sera jamais majoritaire dans la conscience collective. Mais il y a à la fois des interlocuteurs, des besoins. Tu disais, Stéphane, que tu préfères la valorisation positive, je comprends très bien. Je dirais que je ne veux me priver d'aucune de ces stratégies, c'est-à-dire que la critique radicale et la valorisation me paraissent marcher de concert pour pouvoir sensibiliser différemment des publics selon qu'ils sont plus ou moins réceptifs à l'une ou l'autre des deux critiques. Et on était tout à l'heure sur un constat assez Oui. Alors, en sachant, de la révolution comme seule solution et donc un déploiement de violence avec ce que ça génère d'arbitraire aussi comme seul moyen, bon, c'est peut-être le cas, effectivement, je ne suis pas en désaccord avec cette lecture de la façon dont les crises sont dépassées, mais on peut aussi travailler voilà, sur les différents plans en se donnant autant que possible les moyens de travailler à cette construction collective. Voilà, avec cette complexité. Et il y a des retours heureux. Il y a des retours heureux. Le DU d'expertise culturelle, sur lequel je travaille depuis un bout de temps aussi, enfin, pas au DU, mais sur cette réflexion collective, a donné des résultats très, très intéressants avec, dans le programme qui l'a précédé par Livia Holden, des juges anti-mafia, enfin, une diversité d'acteurs assez étonnante qui se rencontrent et qui construisent un dialogue. Alors, il y a de la liberté de le construire, il y a la jubilation, il y a des incompréhensions, mais il y avait quelque chose de très, très réjouissant, vraiment, qui débordait la seule question professionnelle. Et si ce genre d'initiative peut se multiplier et se fédérer, moi je suis pour. Je vous invite par exemple à peut-être, il y a une autre démarche collective qui est intéressante, c'est l'AFEA, qui est l'Association française d'ethnologie et d'anthropologie. Alors évidemment, c'est à voir avec la question de l'anthropologie et c'est peut-être pas la seule approche, évidemment, mais c'est une fédération d'associations. Donc là aussi, c'est démultiplier les chambres de résonance, les interlocuteurs et les activités subsidiaires possibles. Voilà, ça paraît en tout cas encore pas des perspectives en dépit de la j'entends bien ton optimisme je vais le garder tant que je pourrai. Absolument, non, c'est très très bien. Avec un bémol près, mais je pense que tu en es tout à fait conscient, c'est l'instrumentalisation de l'anthropologie. Et ça, on le voit en médecine où on essaie de protocoliser la prise en charge de groupes soi-disant homogènes culturellement, comment accueillir un Africain, comment soigner un Maghrébin, comment... Et là, c'est quand même ça aussi qui
quand on dit qu'on est anthropologue, c'est un peu ça la demande qui est formulée le plus souvent. Ah oui, alors comment je peux faire pour les Soudanais du Sud? Et comment je peux faire, voilà. Et alors moi je réponds, j'ai pas de trousse d'urgence culturelle. Voilà, exactement, bien sûr. Ah. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est ça la demande qui est le plus souvent Absolument. formulée. Mais on peut facilement, enfin, facilement, pas toujours facilement, mais on peut généralement quand même arriver à la contrer. Je dis pas souvent, pas toujours facilement parce que le problème de la réflexion médicale, peut-être pas dans le droit, la réflexion médicale moderne se situe beaucoup dans la protocolisation et l'algorithme. Et donc, qui dit algorithme dit catégorie bien précise et sérialisation des problèmes, ce qui en anthropologie ne peut pas se faire. Et c'est toute la différence entre culturalisme et interculturalité. C'est le premier point d'explication nécessaire pour pas faire effectivement notamment l'expertise culturelle. Elle joue sur l'ambiguïté, mais elle en est consciente. Hein, elle construit d'abord la définition de cette catégorie à destination des institutions pour dire que la réification culturelle est le premier des dangers. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressante cette démarche, parce qu'elle était évidemment à rebours du risque et de la dérive. Et dans la santé, ça a été très bien illustré. Peut-être quelque chose à en faire de manière générale, mais c'est tout l'objet de ces formations, c'est de déporter le fantasme de l'autre vers les modalités de la rencontre, qui implique aussi de se mettre à distance et de ne pas enfermer l'autre dans un tout homogène, effectivement, évidemment. Bien. Bah écoutez, je pense que c'était très très fructueux. Emmanuel, tu veux? Non, j'allais dans le même sens que tu disais, et le fait en plus de rajouter des tarifications à la T2A enferme encore plus. Ah oui. Bientôt, on va mettre un tarif spécial pour Afrique subsaharienne, Maghreb, Afrique. Ils en sont capables, hein. Ils en sont Oui. capables. En tout cas, ben, merci beaucoup. Merci d'être venu ce matin virtuellement. Et puis, Jacqueline, t'as pas ton micro, alors on t'entend pas. Non, t'as pas ton micro. Voilà. C'est bon. Là, c'est bon, hein? Oui. Oui, non, non, je disais que vraiment, ça serait bien qu'on refasse des réunions en présentiel. Eh ben, écoute, oui, mais Il va falloir qu'on se bouge pour trouver, je sais pas quoi, une salle ou ça ouais, serait quand même mieux. on va le faire chez moi, hein. Ça sera le plus simple parce que là, maintenant, Migration Santé n'étant plus dans le 14e, ça nous mettrait à Montreuil, ce qui est moins central et ça peut poser des problèmes pour ceux qui sont au nord, au sud, enfin bref. Mais on sera en hybride. On mettra ça en hybride pour faire effectivement se rencontrer physiquement. En même temps, c'est vrai qu'au colloque, Nicole, c'était quand même bien d'être en physiquement, hein. Là, c'est indéniable, c'est sûr. Comme pour la journée d'hommage à Étienne de 10 octobre. Mm. Donc, merci de remplir le lien que je vous ai envoyé pour l'AG, pour me donner vos disponibilités pour l'AG. Là aussi, ça sera en hybride, présentiel et distanciel. Et puis, bah, d'ici là, si vous avez évidemment des thèmes pour le prochain samedi courant mars, vous me les faites parvenir et puis on en débattra. Une idée, quelque chose. Et puis bah, d'ici là, bah, je vous souhaite une très bonne fin d'année. À toi aussi, hein, Merci. à tout le monde. À bientôt alors. À bientôt. Merci Ariel, hein. Bon, ben, Et Nicole. je suis content, je voulais juste dire un petit mot, c'est que ça m'amuse, moi j'ai fait mes études à Paris 8, le GEMDEV, j'en entends parler depuis très longtemps, j'ai fait ma thèse avec Sylvie Capitan, qui était une doctorante de Michel Leclerc-Olive, enfin voilà, et le CD-Team, je travaille à l'IEDES, où j'enseigne, donc sur le site de Nogent-sur-Marne, où se trouve aussi une partie du CD-Team, enfin, pendant un temps, etc. Donc voilà, il y a une familiarité au-delà du seul cercle de discussion qui me... Élargissons le cercle alors. Super. Merci beaucoup.
À bientôt alors. À Merci. bientôt. À bientôt.